Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est un réel honneur pour moi de prendre la parole au nom des diasporas bavaroises et de Baden-Württemberg pour vous souhaiter la bienvenue à la conférence de Munich. Je mesure à sa juste valeur les enjeux d'un tel thème, puisque c'est le thème de la conférence que nous avons ici nommé la remobilisation. Donc je mesure à sa juste valeur les enjeux d'un tel thème à l'heure où, de nos jours, la crise togolaise a atteint son paroxysme. Les villes et les villages sont assiégés par l'armée togolaise et le dialogue est bloqué. À cause du refus systématique du régime RPT-UNIR d'honorer ses engagements sur les préalables de ce dialogue. Et surtout à cause de son entêtement de vouloir imposer vaille que vaille la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 par l'entremise du fameux compteur à zéro. En effet, le peuple togolais, sous le joug de l'esclavagisme moderne et Gnassingbé depuis plus de 50 ans, est désormais suspendu aux lèvres de la communauté internationale telle que la CEDEAO. En cette fin de siècle où nos voisins de la CEDEAO s'attellent au problème du développement économique de leur pays, pendant que mon pays reste à la traîne dans la quête de l'unique alternance et d'une véritable démocratie vaine. Cette conférence, plus qu'une vision prospective et anticipatoire, constitue à mes yeux une réponse, une exigence pressante que nous impose notre quête commune qu'est la libération du Togo. Je puis vous assurer que les citoyens togolais intègres que nous sommes, je puis vous assurer que les citoyens intègres de la diaspora que nous sommes échangeront, débattront, examineront pour qu'à l'issue de cette noble assemblée ressorte une stratégie claire de remobilisation de nos troupes pour l'assaut final vers la victoire qui est de plus en plus proche. C'est là un vaste chantier d'échange et de débat auquel nous allons nous livrer ensemble. Je demeure convaincu que l'intelligence, la foi
et l'imagination mise au service du dynamisme ne pourront offrir d'heureuses perspectives aux actions que nous allons entreprendre. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon mot de bienvenue sans m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées pendant la lutte, dont le sacrifice, je vous l'assure, ne sera pas vain. Je n'oublie pas surtout de vous rendre hommage, un hommage personnel. Je m'adresse bien sûr à notre Amazone, notre combattante, Mme Yaba Foussena, pour votre engagement dans cette lutte féroce, au péril parfois de votre vie. Votre dévouement dans ce combat, je vous l'assure, force l'admiration de tous. Tout en souhaitant plein succès à cette assise, je déclare ouverte la conférence de Munich. Vive les forces démocratiques de l'opposition togolaise, vive la C14, vive la diaspora togolaise, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Je vous remercie. Comme vous le savez, depuis août dernier, le peuple togolais s'est levé comme un seul homme pour réclamer ce qui lui revient de droit, notamment sa constitution de 1992, plébiscitée à plus de 97%, et le vote des Togolais vivant à l'étranger. Mais face à cette revendication, somme toute légitime, le dictateur Faure Gnassingbé, habitué au passage en force, a préféré répondre par la violence, croyant pouvoir annihiler l'aspiration profonde du peuple togolais pour la démocratie. Mais aujourd'hui, nous déplorons une vingtaine de morts, des dizaines de prisonniers politiques, dont les membres du mouvement citoyen Mbweke et du Rejad, plusieurs blessés graves et des centaines de réfugiés politiques. Pour autant, le peuple reste plus que jamais déterminé à en finir avec cette dictature cinquantenaire de père en fils. En finir avec une dictature aussi vieille que celle de Gnassingbé n'est pas une mince affaire. Il faut avant tout la cerner dans tous ses aspects, afin de savoir comment s'y prendre pour la désintégrer à moindre coût. Et avec le minimum d'énergie possible, c'est dans cette optique qu'avec les organisateurs de cette rencontre, nous avons décidé de choisir comme thème de discussion comment désintégrer une dictature par la non-violence. Cela nous amènera, dans un premier temps, à déterminer les piliers du pouvoir. Ensuite, nous allons explorer les méthodes de lutte non violente et enfin, nous verrons comment installer une démocratie durable. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Achille, un grand guerrier de l'Antiquité. Contre le guerrier Achille, aucun coup ne portait, aucun sabre ne pénétrait sa peau. D'où lui vient cette puissance? Alors qu'il était enfant, la mère d'Achille l'avait trempé dans les eaux d'une rivière magique. Il était de se faire protéger de tous les dangers. Toutefois, Achille avait une faille. L'enfant était tenu par le talon pour ne pas être emporté par la rivière. L'eau magique n'avait donc pas recouvert cette petite partie de son corps. À l'âge adulte, Achille paraissait aux yeux de tous invulnérable aux armes de l'ennemi. Mais un jour, dans une bataille, un soldat ennemi, informé par quelqu'un qui connaissait la faiblesse d'Achille, visa de sa flèche le talon sans protection, seul point susceptible d'être blessé. Le coup se révéla fatal. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'expression « talon d'Achille » se réfère à l'endroit de la personne qui est sans protection.
le point faible, comme on le dit. Si j'ai commencé par cette histoire d'Achille, c'est pour vous dire que le même principe s'applique aux dictateurs impitoyables. Elles peuvent être désintégrées plus vite et à moindre coût, si leurs faiblesses peuvent être identifiées, puis attaquées de manière ciblée et efficace. Chers compatriotes, cela nous conduit donc à notre premier sous-thème. Quels sont les principaux piliers d'un pouvoir dictatorial? D'abord, qu'est-ce qu'un pilier et pourquoi est-ce important de déterminer les piliers de la dictature? Un pilier, c'est ce qui soutient une structure et qui permet à celle-ci de tenir debout. Sans pilier, la structure tombe. Si nous voulons faire tomber une dictature, nous devons d'abord déterminer ce qui la soutient, puis nous attaquer à ses soutiens. Ce n'est qu'ainsi que notre projet peut aboutir. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Elle est grande et solide. Si nous voulons la démolir, que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas nous attaquer à tout le bâtiment. Il est trop grand et nous sommes trop petits et faibles pour nous attaquer à tout l'ensemble. Mais si nous osons le faire, ce serait une perte de temps et d'énergie. Par contre, si nous identifions les piliers qui soutiennent le bâtiment et sans lesquels ce bâtiment ne peut tenir debout, nous aurions fait un grand pas vers le succès. Il ne nous reste plus qu'à exercer une pression suffisamment forte sur les piliers, puis le bâtiment sera fragilisé. Et désormais, même un petit vent suffit pour qu'il s'écroule comme un château de cartes. Mesdames et messieurs, la dictature de Faure Gnassingbé est à l'image de ce bâtiment dont je viens de parler. Elle a des piliers, des personnes ou institutions qui la soutiennent et sans qui elle ne peut tenir debout. Alors, identifions ces piliers, attaquons-nous à ces piliers au lieu de vouloir nous attaquer à tout l'ensemble. Quels sont donc les piliers de la dictature de Faure Gnassingbé au Togo? Nous avons l'armée, l'administration, la justice, les pointes du régime, les chefs traditionnels et coutumiers, les chefs religieux, la communauté internationale, la diplomatie, etc. Je ne pourrais pas m'attarder sur tous ces piliers, mais un parmi eux me tient particulièrement à cœur. Et je tiens à m'y attarder quelques minutes. Il s'agit de l'armée. En effet, depuis l'assassinat de notre premier président Sylvanus Olympio, Eyadema, son assassin, s'est toujours appuyé sur l'armée pour régner. Aujourd'hui encore, l'armée est un élément central dans le maintien au pouvoir de son fils Faure Gnassingbé. Nous ne pouvons pas ignorer ce pilier, car il va de soi que nous réussirons jamais cette lutte si nous ne menons pas des actions dans l'ombre envers l'armée togolaise. Nous devons parvenir à avoir l'armée, sinon une partie de l'armée avec nous. Et ensuite, la retourner contre Faure Gnassingbé. C'est ce qu'on appelle l'effet de boomerang. Vous me demandez sans doute, mais vous, cela devient folle ou quoi? Pas du tout. Comment pouvons-nous utiliser l'armée à notre avantage, alors que cette armée mutile et tue nos concitoyens au pays? Vous avez peut-être raison, car lorsqu'on voit le comportement de ces hommes et femmes sur le terrain, on se demande s'ils ont aussi un cœur comme nous. Mais laissez-moi vous dire que c'est possible de les avoir avec nous. Nous devons parvenir à convaincre ces gens qui n'ont rien à craindre s'il y a alternance. Faisons-leur comprendre au contraire que leur situation économique sera améliorée. Faisons-leur aussi comprendre qu'avec l'alternance,
ils deviendront une vraie armée de métier et non une garde prétorienne comme c'est le cas avec nous. Mais si nous parvenons à les convaincre et à les rassurer, nous aurions fait un grand pas vers un dénouement heureux. Imaginez qu'un jour, en pleine manifestation du peuple, l'un des membres de la haute hiérarchie militaire reçoive l'ordre d'ordonner à ses troupes sur le terrain de tirer sur les manifestants pacifiques et que ces derniers se taisent ou donnent l'ordre contraire, c'est-à-dire de ne pas tirer. Qu'adviendra-t-il? Les troupes sur le terrain ne vont pas tirer. Et ce jour, nous aurons gagné, car le peuple ira envahir le palais. Pour crier son ras-le-bol à Faure Gnassingbé, qu'il n'aura d'autre choix que de faire comme Blaise Compaoré, c'est-à-dire Agba, Aboli, Agba, Aboli, Agba, Aboli. Voyez-vous, un simple silence ou un autre contraire d'un militaire suffit à nous aider à venir à bout de cette dictature. Et croyez-moi, au sein de notre armée, ils sont nombreux qui sont prêts à un tel acte de bravoure et d'héroïsme. Il ne s'agit pas d'une rêverie. Rassurez-vous, c'est une chose qui s'est déjà passée dans les pays où la dictature était à l'image de celle de Faure Gnassingbé, la Serbie par exemple. C'était ce que j'avais à dire sur les piliers et surtout sur l'armée. Maintenant, permettez-moi d'abord d'aborder le deuxième sous-thème qui est les méthodes de lutte non violente. J'aimerais avant tout vous rafraîchir la mémoire sur un certain nombre de choses. En matière de lutte politique, il n'y a que deux possibilités: la lutte armée et la lutte non armée. Selon la géopolitique, les réalités locales et les moyens dont vous disposez, vous optez pour l'une des deux options. Il n'y en a pas d'autre. Je dis les deux stratégies, la lutte violente et la lutte non violente. Nous, au Togo, heureusement, nous avons choisi de mener une lutte non violente. Il est donc indispensable de comprendre ce que cela implique et les moyens dont nous disposons pour faire aboutir notre lutte. Mais avant d'aller plus loin, sachez qu'il y a des avantages à choisir la lutte non violente. Primo, vous gagnerez la crédibilité au niveau de la communauté internationale, car le monde est en proie aux violences de part et d'autre. Aucune grande puissance ou organisation internationale ne veut avoir à gérer un autre front de violence. Secondo, vous faites économie de vies humaines. Si vous vous souvenez de la crise ivoirienne, vous verrez que nous, au Togo, nous n'avons pas intérêt à opter pour une lutte armée. C'est beaucoup d'innocents, de femmes et d'enfants massacrés inutilement. Cela a été le cas aussi au Libéria et en Sierra Leone. Donc, réjouissons-nous d'avoir opté la non-violence. Un banc pour nous. Mais mener une lutte non violente implique qu'il faut avoir du courage, de l'abnégation, de la persévérance, de la patience et surtout de la discipline. Car c'est un parcours jonché d'obstacles et de preuves, parfois à la limite du supportable. Nous devons avoir ces vertus dont je viens de faire mention, parce qu'une telle lutte prend du temps, contrairement à la lutte armée, qui est relativement plus rapide, mais dont les conséquences sont désastreuses pour le peuple, comme je viens de le mentionner plus haut. En choisissant donc la lutte non violente, nous avons comme moyen d'expression les manifestations publiques, la désobéissance civile, la non-coopération, la grève, le boycott, le pays mort. Tous ces moyens concourent à une même finalité, le refus de toute légitimité au dictateur, mais bien au-delà,
cela nous permet de sanctionner le dictateur. Comment pouvons-nous sanctionner un dictateur, me demanderiez-vous? Prenons un exemple récemment. Le gouvernement a dû revoir le budget de l'État à la baisse. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a plus assez d'argent. Et ceci à cause de nos manifestations qui ont eu un sérieux impact sur l'économie du pays. Jenny Sharp, le théoricien américain de la non-violent struggle, appelle cela une sanction au dictateur. A contrario, cela représente une victoire pour nous. Malheureusement, nombre d'entre nous n'avons pas compris cela et nous ne l'avons pas célébré. Pourquoi la baisse des recettes de l'État représente une sanction au dictateur? Avec quoi achète-t-on le matériel de répression? Avec quoi le dictateur paye ses soldats? Avec quoi il s'offre la publicité dans les médias internationaux? Et avec quoi il corrompt les diplomates véreux? C'est avec l'argent du contribuable. Donc, lorsqu'on réduit sa puissance financière, on touche le cœur de son pouvoir. C'est pourquoi j'ai toujours déploré l'attitude de ces agités sur les réseaux sociaux qui tentent de faire croire que les manifestations ne sont pas efficaces. Si elles sont si futiles, pourquoi le dictateur tente de les interdire ou de les empêcher? Il en est de même pour la grève, le boycott, la désobéissance civile et la non-coopération, qui ont pour finalité de réduire la puissance financière du dictateur et de créer un dysfonctionnement de l'État. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, maintenant abordons en guise de conclusion le dernier point de notre thème. Comment installer une démocratie durable? Très souvent, les gens font un amalgame entre chasser un dictateur et la démocratie. Ce n'est pas parce que vous avez chassé le dictateur que vous avez de facto la démocratie. Non. Sachez qu'un dictateur peut remplacer un autre. C'est le cas par exemple de l'Égypte où le peuple a fait une révolution pour chasser Hosni Moubarak. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est un autre dictateur qui a remplacé l'ancien. Du coup, tous les efforts du peuple ont été vains. C'est pourquoi il est important de savoir réellement ce que l'on cherche en engageant une lutte. Est-ce simplement pour chasser le dictateur ou bien c'est pour installer une démocratie durable? Si c'est simplement pour chasser fort Gnassingbé, que vous luttez inutile, car cela ne servira à rien. Par contre, si c'est pour installer une démocratie durable, alors votre lutte a un sens. La meilleure manière d'installer une démocratie durable, c'est d'abord asseoir des institutions fortes. Le président Rolis l'a vite compris au Ghana. Il déclarait à cet effet: notre objectif, c'est d'asseoir des institutions fortes, de sorte que si le diable lui-même venait à prendre le pouvoir, qu'il ne fasse pas sa volonté, mais qu'il respecte la loi. Mais pour asseoir les institutions fortes, il faut que nous restions vigilants et veiller à ce que le nouveau régime, qu'il soit incarné par Atchadam, Fabre, Olympio ou par un autre, opère les réformes nécessaires qui feront de notre pays un pays démocratique. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Applaudez! Applaudez! Applaudissez encore, s'il vous plaît. Applaudissez.
là. Mais à où j'ai dit là, mais. Paul, ben. Machallah. Allah. Ben. Ada la vida na mala ben. Ada ro mala. Mel mo ye kama bodo. Ye kama bodo. Ba so e. La yezi. Oh, ai. Fort ben, qui ne va aller salut. Fort qui ne va aller salut. Et déjà posé en mala. Bigali cheni ile baba kale ide ko chenye mu es ide ngai bor es so kunye bor jeje bor yo fi ma bor be ko s'il vous plaît aso wada nyo video kwa wada nyo video mo ngi limi lem wada nyo s'il vous plaît, nous invitons tout le monde à sortir et nous allons prendre une photo de famille. Du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.